n'est pas adopté. J'ai reçu de Monsieur Sergio Coronado une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est donc à Monsieur Coronado pour une durée qui n'excédera pas 30 minutes. Madame la Présidente, ouais, je vais essayer de faire un peu plus court. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois et Monsieur le rapporteur, chers collègues, décrété dès le 14 novembre dernier, l'état d'urgence a été prolongé pour une durée de 3 mois par la loi du 20 novembre 2015. Ce régime d'exception devait donc s'achever le jeudi 25 février à minuit. Si nous n'avons été que 6 parlementaires à nous opposer le 19 novembre dernier lors du vote de notre Assemblée contre la prorogation de l'état d'urgence qui s'est accompagné d'ailleurs de modifications substantielles de la loi du 3 avril 1955, je crois que cette fois-ci, ce n'est plus tout à fait le cas. Aujourd'hui, en effet, les oppositions sont plus vives et la concomitance de la révision constitutionnelle avec cette nouvelle prolongation et le texte de réforme de la procédure pénale nourrit les préoccupations de nombreux parlementaires comme celles de nos concitoyens. Et si en novembre dernier, les enquêtes d'opinion semblaient unanimes et le gouvernement les a généreusement utilisées pour appuyer son action, je crois que cette fois-ci, ce n'est plus le cas non plus. Le Sénat a adopté le 9 février dernier le projet de loi prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 26 mai 2016 avec un amendement unique proposé par notre collègue sénateur Michel Mercier, rapporteur du projet de loi. Cet amendement procède à une réécriture de l'article sans effet cependant sur la durée ou le périmètre de la prorogation. Il revient à la rédaction traditionnelle des lois de prorogation de l'état d'urgence en 3 points. Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 3 mois à compter du 26 février 2016. Mention expresse en vertu de laquelle il pourra être procédé pendant cette durée à des perquisitions administratives. Et enfin, le gouvernement pourra mettre fin à l'état d'urgence par décret en Conseil des ministres avant la fin de cette période de 3 mois, auquel cas il sera tenu de rendre compte devant le Parlement. Chers collègues, dès la déclaration de l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur et les préfets se sont vus dotés de pouvoirs de police très étendus. Et vous le savez, le régime a de surcroît été renforcé, j'allais dire durci même, par la loi du 20 novembre 2015. En effet, 11 mesures dérogatoires individuelles ou de portée générale sont prévues par la loi et je voudrais ici les énumérer pour que celles et ceux qui nous écoutent constatent l'étendue des prérogatives octroyées au pouvoir exécutif, aux forces de police et de gendarmerie aujourd'hui. L'interdiction de circulation des personnes ou des véhicules, l'institution de zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, l'interdiction de séjour, l'assignation à résidence complétée le cas échéant par une assignation à domicile à temps partiel, pouvant comporter jusqu'à 3 pointages au commissariat ou à la brigade de gendarmerie et une interdiction d'entrer en relation et qui peut être aménagée sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, la dissolution d'associations ou de groupements, la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion, l'interdiction de manifestation, la remise des armes de catégorie A à C et de celles de catégorie D soumises à enregistrement, la réquisition de personnes ou de biens, la perquisition à domicile de jour et de nuit, le blocage de sites internet provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Je rappelle d'ailleurs que cette mesure existe déjà dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Certaines de ces mesures ont été utilisées très activement d'après les chiffres communiqués par le ministre de l'Intérieur. 3 340 perquisitions administratives, seuls 52% des personnes perquisitionnées seraient inscrites sur le fichier des personnes signalées pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, créé en mars 2015 et qui compte plus de 11 000 noms. 395 interpellations entraînant 344 gardes à vue, dont 67 condamnations prononcées et 54 décisions d'écrou. 29 procédures, dont 23 pour apologie du terrorisme. La grande majorité de ces cas concernent ainsi le délit d'apologie du terrorisme. Et enfin, 285 assignations à résidence toujours en vigueur. 2 ont été suspendues ou annulées par le juge administratif et 46 ont été abrogées spontanément par le ministère de l'Intérieur par crainte sans doute d'une condamnation de l'État, notamment celle prise au moment de la COP21.
La loi du 20 novembre 2015 a introduit un nouvel article 14-1 dans la loi du 3 avril 1955 qui reconnaît la pleine compétence du juge administratif pour contrôler a posteriori, il faut le signaler, les mesures de police administrative prévues par l'état d'urgence, faisant ainsi de lui le garant de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures. Toutefois, et vous l'avez vous-même relevé, Monsieur le Ministre, lors de votre audition par la Commission des lois la semaine dernière, eu égard aux mesures déployées, le bilan semble modeste, pas médiocre, modeste, si l'on s'en tenait au seul chiffre des procédures ouvertes sous la qualification terroriste. Le pôle antiterroriste du parquet de Paris n'étant saisi que de 5 procédures, ce chiffre, je vous le concède, n'est pas définitif sur les possibles enquêtes judiciaires qui pourraient s'ouvrir au regard des éléments recueillis. De plus, sur les 578 armes saisies au total par les autorités, 428 l'étaient déjà mi-décembre. Même constat concernant les stupéfiants. Sur les 254 découvertes, 206 avaient été déjà réalisées au même stade, aux mêmes dates. La principale mesure utilisée est en fait la perquisition administrative. Et le 13 janvier dernier, Jean-Jacques Urvoas, en sa qualité de président de la commission de contrôle parlementaire de l'état d'urgence, dans la communication qu'il faisait devant la commission des lois, faisait le constat suivant, et je cite: « Nous constatons que la proportion de perquisitions nocturnes reste stable, alors même que l'effet de surprise s'est estompé, que les cibles prioritaires se raréfient et que les unités spécialisées interviennent moins fréquemment. » Avait-il indiqué en ajoutant que les recours aux perquisitions administratives s'est concentré dans les premières semaines de l'état d'urgence, pour ne pas dire les premiers jours. Et il souligne même que depuis le 30 novembre, la brigade de recherche et d'intervention, l'unité recherche, assistance, intervention, dissuasion et le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ne sont presque plus engagés. Certes, le Conseil d'État a donné le 2 février un avis favorable à la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 26 mai. Pour la juridiction administrative, les précautions prévues, et cela a été rappelé par mon collègue Poplin, contre d'éventuels excès dans l'emploi de ces mesures ainsi que leur contrôle juridictionnel se sont révélés effectifs. Le Conseil d'État, en l'occurrence, dit à la fois le droit, fait office de conseil du gouvernement, de contrôle et de recours. Cela commence à faire beaucoup pour une seule instance, j'ai l'impression. Les recours devant les tribunaux contre l'état d'urgence ont mis en évidence quelques approximations, et j'espère que vous ne serez pas fâché de l'utilisation de ce terme, Monsieur le Ministre, de la part de votre ministère, dont les décisions d'assignation à résidence reposaient parfois uniquement sur des notes blanches, qui n'ont pas résisté à un débat contradictoire devant le juge. Ces feuilles volantes ne devaient pourtant plus exister. Peu après les attentats de Madrid, le nouveau ministre de l'Intérieur de l'époque, Dominique de Villepin, confirmait à l'Assemblée nationale cette petite révolution. Il n'est pas acceptable dans notre République que des notes puissent faire foi alors qu'elles ne portent pas de mention d'origine et que leur fiabilité ne fait l'objet d'aucune évaluation. Villepin assurait même avoir élargi cette mesure à l'ensemble des notes, y compris celles qui sont transmises aux juridictions administratives et judiciaires. La présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Christine Lazarge, a aussi fait part, elle, de son scepticisme. On a à peine à comprendre qu'on puisse aujourd'hui en France effectuer des perquisitions sur la base d'informations trop souvent ni datées, ni signées, si ce n'est par un service, et contre lesquelles il n'est dès lors que très difficile de former un recours. Dans sa décision du 11 décembre, le Conseil d'État rappelle clairement qu'une assignation à résidence constitue une atteinte grave et immédiate aux libertés. Et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 décembre, a rappelé que les dossiers doivent être examinés contradictoirement et que le ministre de l'Intérieur ne bénéficie d'aucune présomption de vérité de ces allégations. Un peu comme ici, en fait. Certes, ces 2 assignations à résidence ont été suspendues par la justice, mais 46 autres ont été abrogées, je le disais, par le ministère de l'Intérieur la veille de l'audience. Le ministre, préférant sans doute mettre fin aux assignations à résidence conformément à la conduite qu'il s'était fixée dès le départ pour ne pas subir un camouflet devant le juge judiciaire. Je rappelle aussi que le gouvernement, pour se prévenir sans doute d'éventuelles condamnations devant la Cour européenne des droits de l'homme, a informé le Conseil d'une dérogation provisoire à la Convention. Enfin, l'utilisation de l'état d'urgence pour des décisions très éloignées de la lutte contre le terrorisme, comme l'a souligné mon collègue Noël Mamère ici à cette tribune il y a quelques instants, avait également été critiquée par Jean-Jacques Urvoas le 13 janvier dernier, citant un arrêté préfectoral d'interdiction de vente d'alcool dans le Nord ou encore une interdiction de déplacement de supporters de football. Je crois que mon collègue Poplin était également présent ce jour-là lors de la commission des lois. Je voudrais, parce que je crois qu'il reste encore quelques gaullistes dans cet hémicycle, convoquer Michel Debré,
lorsque ce dernier présente en 1958 l'avant-projet de notre Constitution, il se montre intraitable sur l'autorité judiciaire. Que dit-il ? On ne peut emprisonner, perquisitionner, assigner à résidence, si ce n'est par décision d'un juge, et il s'agit du juge judiciaire qui doit autoriser les atteintes aux libertés. Lorsque Michel Debré défend avec vigueur cette position, je vous le rappelle, la guerre d'Algérie dure depuis plus de 4 ans. Chers collègues, nous devons aujourd'hui nous prononcer donc sur la prorogation d'un état d'urgence, déjà prorogé une première fois. Vous le savez, notre outil répressif n'a eu de cesse d'être renforcé depuis 40 ans. Il s'est encore enrichi, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. L'arsenal juridique français est loin d'être laxiste. On encourt jusqu'à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme sur Internet. L'entreprise terroriste individuelle a également été intégrée dans notre droit. Le délit d'association de malfaiteurs en liaison avec une activité terroriste avait déjà pour objet de prévenir les attentats en arrêtant ceux qui les préparent au moment où des actes préparatoires suffisamment graves sont commis, mais où l'irréparable n'a pas encore eu lieu. Cette infraction réside sur le comportement général de l'individu, sur ses fréquentations, sur les sites Internet qu'il consulte et qu'il fréquente. Et ce délit est déjà prévu à l'article 421-2-1 du Code pénal, qui existe depuis la loi du 22 juillet 1996, tendant à renforcer la répression du terrorisme. L'essentiel de la loi renseignement, en particulier la possibilité de s'introduire chez une personne pour sonoriser son logement à titre préventif et sans autorisation préalable d'un juge, constituait également un dispositif lourd de conséquences. Pour réprimer, l'exécutif dispose de moyens considérables dans notre droit. C'est le corps social tout entier qui est affecté par ailleurs par l'état d'urgence, dont les effets ne se limitent pas aux conséquences de police administrative. Vous avez été, comme moi, informé de cas qui ne relèvent pas de la police administrative, d'un fonctionnaire travaillant dans une ambassade à l'étranger, qui avait bénéficié d'un passeport des services, donc avec l'accord de votre ministère, et qui 2 jours après les attentats est rappelé sans aucune explication, sous prétexte d'une fiche ES. La vie de milliers de citoyens est affectée directement. Dès janvier, puisque ces conséquences inquiètent, et pas simplement les organisations chargées de la défense des droits humains, le secrétaire général du Conseil de l'Europe s'est dit préoccupé alors qu'on en était à la première prolongation de 3 mois. Dans une lettre au président français, il a pointé les risques pouvant résulter des prérogatives conférées à l'exécutif durant ce régime d'exception, en particulier les perquisitions administratives ou les assignations à résidence. Mi-janvier, le commissaire aux droits de l'homme s'était inquiété des dérives de l'état d'urgence en France. Il avait notamment évoqué le risque de profilage ethnique ou mis en doute la nécessité des perquisitions administratives. Hier, la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 a débuté ses travaux en auditionnant les associations de victimes des attentats, des victimes d'une si grande dignité que je veux saluer ici en notre nom à toutes et tous, et qui ont évoqué une administration pesante, procédurière et déshumanisée, et largement critiqué la réponse politique apportée par le gouvernement. Demain, une seconde table ronde aura lieu avec les représentants notamment de l'Association française des victimes du terrorisme. En outre, la mission d'information sur les moyens de Daesh continue également ses auditions. On est encore loin d'avoir tiré toutes les conséquences de ces travaux précieux. Et l'impact de nombreuses lois antiterroristes n'est nullement établi qu'un nouveau texte déjà, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, vient en discussion en procédure accélérée au Parlement. Un texte hybride dont la vocation est de prolonger les mesures autorisées par l'état d'urgence en dehors de l'état d'urgence. Je voudrais être très clair ici, et cela a été rappelé d'ailleurs par ma collègue Isabelle Attard dans son explication de vote. Personne ne s'est opposé à la décision du président de la République de décréter l'état d'urgence le soir même des attentats. Personne ici ne considère que le terrorisme ne représente pas un danger. Mais pour reprendre les mots cités déjà par mon collègue Noël Mamère, les mots de Jean-Jacques Urvoas, arrêter l'état d'urgence ne sera pas synonyme de moindre protection. Car en réalité, et je cite encore, l'essentiel de l'intérêt et de ce que l'on pouvait attendre de ces mesures semble à présent derrière nous. Y parlait, je le rappelle, le 13 janvier. Et de continuer par une autre citation. Partout où nous nous sommes déplacés, Jean-Jacques Urvoas et Jean-Frédéric Poisson, qui étaient chargés du contrôle parlementaire, nous avons entendu que les principales cibles et objectifs avaient été traités. De fait, l'effet de surprise s'est largement estompé et les personnes concernées
se sont pleinement préparées, elles aussi, à faire face à d'éventuelles mesures administratives. Ces phénomènes d'extinction progressive de l'intérêt des mesures de police administrative se lisent d'ailleurs dans les chiffres. Réagir efficacement à un attentat terroriste en donnant à l'État les moyens proportionnés à l'ampleur de la menace imminente était une chose. Combattre sur la profondeur le terrorisme en est une autre. Il y a un mois, il était question ici, dans cette Assemblée, dans la commission des lois, il était question de sortir de l'état d'urgence. Aujourd'hui, il s'agit de proroger cet état d'urgence d'une durée de 3 mois supplémentaires. Ce qui a changé, sans doute, et le Premier ministre l'a exprimé clairement, comme souvent, j'allais dire brutalement, c'est l'approche du gouvernement. En effet, lors de multiples déclarations ces derniers temps, le Premier ministre a en effet indexé la durée de l'état d'urgence sur les menaces terroristes permanentes. Et ce sont ces termes que j'utilise. Et la mise hors d'état de nuire de Daesh. D'une mesure limitée, proportionnée, l'état d'urgence prend l'allure d'un dispositif ordinaire de lutte contre le terrorisme, d'un état permanent de maintien de l'ordre public. Ce n'est pas, je crois, l'esprit de la loi du 3 avril 1955. Non seulement nous aurions souhaité, et je sais que le président de la commission de loi partage ce sentiment, nous aurions souhaité faire un bilan global de l'application de la prorogation de 3 mois par la commission de contrôle. Ce bilan est une nécessité avant de proroger une nouvelle fois l'état d'urgence. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Si le ministère que vous dirigez a fait preuve d'une coopération qu'il convient de saluer, Monsieur le ministre, la teneur des propos qui est la vôtre ici à cette tribune diffère, j'allais dire beaucoup, des communications d'étape de la commission de contrôle qui a été effectuée par le désormais garde des Sceaux et notre collègue Jean-Frédéric Poisson. Renvoyer le texte en commission permettrait donc qu'un bilan global de la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence soit dressé. C'est une nécessité avant toute nouvelle prolongation. Ce serait reconnaître d'ailleurs la réalité du contrôle parlementaire, seule mesure positive sans doute de la loi du 20 novembre 2015. Cela rendrait également possible d'engager un débat non pas uniquement sur les mesures et leur efficacité, mais aussi sur le changement d'approche du gouvernement après les déclarations du Premier ministre, car les déclarations du Premier ministre engagent l'ensemble du gouvernement. Car si cette nouvelle approche était entérinée sans aucune discussion, cela reviendrait à considérer qu'il n'y a plus d'obstacle désormais à proroger sans cesse l'état d'urgence. C'est pour ces 2 grandes raisons que j'invite mes collègues à voter le renvoi en commission. Merci. Merci, monsieur.